Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Je vais tout de suite demander à M. Émilien Bouchard de nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 21 janvier à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forget de Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir en ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 3 décembre 2018, en D, règlement. 1. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2018-24 concernant le 1167 boulevard Monseigneur de Laval, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 3. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2018-26 concernant le 46 route 362, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 5, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2018-27 rue Roi-Comeau, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 7, adoption du règlement R 712-2018 visant à l'imposition tant générale que de taxes tant générales que spéciales par catégorie d'immeubles applicables sur le territoire de la municipalité, des tarifs exigibles selon le cas pour les services, des taux d'intérêt applicables ainsi que le nombre de versements pour l'année d'imposition 2019. Dans Résolution, Administration et Législation, en 1, Registre des armes à feu, en 2, Dépôt du registre des déclarations, en 3, Dons et subventions 2019, en 4, Adhésion, abonnement, licence et cotisation 2019, en 5, adoption du plan d'action 2019-2024 de réduction de gaz à effet de serre de la ville. En 6, office municipal d'habitation, adoption du budget révisé. Sécurité publique, 7, entente de partenariat relative à la fourniture de services des cadets de la Sûreté du Québec. Été 2019, autorisation de signature. Dans voirie et hygiène du milieu, 8, demande d'aide financière, programme pour une protection accrue des sources d'eau potable. En urbanisme et mise en valeur du territoire, 9, programme Rénovation Québec, paiement de la subvention, A pour le 133 rue Saint-Jean-Baptiste et en B pour le 5 chemin de la Pointe. En 10, demande de permis en zone PIA pour le 1167 Monseigneur de Laval. Dans loisirs, parcs et culture, 11, résidence de création, patin libre, 11 mars au 29 mars 2019. En 12, journée nationale de la santé et de la condition physique. F, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. Suivi en G de la correspondance. H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de décembre. Suivi de la période d'intervention des membres du Conseil. En J, des questions du public. Et en cas levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais demander une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. M. Duchesne, appuyé M. Fizette. Donc, maintenant, en C1, donc, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 décembre 2018. Les membres du Conseil en ont eu copie. Est-ce que j'ai une proposition? Je le proposerai. M. Boily. Je vais le seconder. Appuyé de M. Goudreau. Ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, M. Fizette. Je n'étais pas la dernière à cette assemblée-là. Oui. C'est marqué. C'est bon. Oui, c'est OK. Ça va. Maintenant, en D, règlement. Donc, D1, donc la consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2018-24 pour le 1167 boulevard Monseigneur de Laval. Donc, on est en consultation publique. La nature de la dérogation est celle-ci. C'est
En fait, le projet, là, ici, on parle d'un projet d'agrandissement du bâtiment. On voit le bâtiment, un des bâtiments en fait, de l'installation de la laiterie Charlevoix, donc sur Monseigneur de Laval. Et donc, la nature de la dérogation, c'est d'autoriser une marge de recul avant de 6,1 mètres pour l'agrandissement donc du bâtiment principal, alors que le minimum prescrit est de 9 mètres. Donc, on nous dit ici que l'agrandissement projeté se fait dans le prolongement de la façade actuelle. L'agrandissement aura des revêtements extérieurs semblables aux bâtiments qui sont actuellement sur le site. La nouvelle coursive annexée à l'agrandissement permettra d'harmoniser les différents volumes du bâtiment principal. Le nouvel agrandissement permettra également de mettre de l'emphase sur l'entrée principale de la boutique. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont ici en lien avec cette demande-là? On est en consultation publique. S'il y en a qui ont des questions, des commentaires, je vous invite à les faire. Sinon, je vais éclore la période de consultation publique et passer à l'adoption s'il y a lieu de la dérogation mineure. Je rappelle que le comité consultatif d'urbanisme, vous savez, analyse toutes les demandes de dérogation mineure et recommande ici au Conseil d'accorder cette dérogation-là telle que présentée. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. Je vais seconder. M. Goudreau, M. Pilote, c'est ça? Seconde. Ça va pour tout le monde? Voilà. Maintenant, en D3, consultation publique maintenant concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2018-26. C'est pour le 46 route 362. Donc, ici, la nature de la demande ici, on a quelque chose dans ce coin-là? Oui, OK. Donc, c'est d'autoriser une marge de recul avant de 6,10 mètres pour l'agrandissement du bâtiment principal, alors que le minimum prescrit est de 9 mètres. Le volet 2 de... non, ça, c'est pas... c'est ça. Non, excusez-moi. C'est autoriser une marge de recul avant de 5,73 mètres, alors que le minimum prescrit est de 6 mètres. Donc, en gros, c'est ce que c'est la... On est ici un projet d'agrandissement. C'est parce qu'il n'y a pas eu de publication. Moi, on a seulement la publication, mais moi, je dois faire la consultation publique. Ah, OK. Je n'ai pas le choix. Là, je suis en période de consultation publique. Est-ce qu'il y en a qui sont ici en lien avec cette demande-ci, qui sont soit favorables ou pas? Là-dedans, dans ce dossier-là, je n'ai pas de dossier, je fais seulement une présentation. On n'a pas d'explication plus précise parce qu'on est le CCU devra se réunir. On n'a pas encore pris position là-dessus, sauf qu'il était annoncé qu'il y avait une consultation publique, donc je la tiens. On le voit ici, vous voyez les principaux éléments. C'est un projet d'agrandissement d'un bâtiment et c'est une question de dérogation, mais il était important de faire la consultation publique, de voir s'il y avait des gens ici dans la salle qui avaient des questions, des commentaires par rapport à ce projet-là. Sinon, moi, je vais éclore la période de consultation publique et dire que l'adoption ou non de la dérogation aura lieu normalement à la séance de février, à moins qu'on ait une séance extraordinaire d'ici là, mais normalement, ça aura lieu à la séance de février. Maintenant, maintenant, je pars donc pour l'adoption, le point 4, et ça va aller en février, comme je le disais. On passerait maintenant consultation publique pour la demande de dérogation mineure D 2018-27 pour la rue Roi-Comeau. Donc, la nature de la demande, c'est d'autoriser une largeur de terrain de 5,09 mètres pour les lots projetés, donc 1 et 2, desservis par l'aqueduc et les égouts sanitaires, alors que le minimum prescrit est de 15 mètres.
Autoriser une largeur de terrain de 12,67 mètres pour le lot projeté 3. Donc, ici, je pense, on l'a ici, vous l'avez, le lot, vous avez différents lots. Donc, pour le lot projeté 3, desservi par l'aqueduc et l'égout sanitaire alors que le minimum prescrit est de 15 mètres. Donc, c'est la nature de la dérogation. Même cas que dans l'autre, il y aura normalement, il y aura séance du CCU qui nous donnera son opinion sur la demande de dérogation, mais comme il était annoncé qu'on sera en consultation publique, est-ce qu'il y en a qui sont ici en lien avec cette demande-là? Oui, monsieur. Vouliez-vous ajouter? Juste aller au micro parce qu'on... Oui. Je ne sais pas s'il est ouvert le micro, Émilien. Non? Ben, va... Non, il ne l'est pas. Va donc. Est-ce quelqu'un qui peut aller l'ouvrir? Non, mais c'est compliqué aussi. Même les gens qui ont 2 mains ont de la misère. Même à 2, ils auront de la misère. Ah, mais Justin, il a de l'expérience et il connaît ce Non. sport-là. Oui, c'est son ancien ami. Justin, il est connecté. C'est l'ancien ami de Ghislain. Les batteries sont mortes. Ça marche pas, ça marche 1, 2. Ah. Ça prenait une fois. Oui, monsieur. Oui, allez-y. Oui, le projet, moi, c'est parce que je veux prendre possession du lot numéro 2. OK. Fait que en tant que tel, moi, je suis là pour ça, mais je sais que ça va se passer rien que le 11. OK, donc vous êtes déjà dans le secteur puis vous voulez ajouter en prenant possession du lot numéro 2. OK. Puis ça entraîne là, les dérogations potentielles qu'il y a là. Exactement. En fait, ça vient régulariser des situations dans ce coin-là. OK. C'est beau. Merci. Je pense que ça répond. Ça va être noté là, par le conseil municipal dans les minutes. Puis dès que le CCU va s'être prononcé sur la demande, nous, on va statuer en février sur la demande comme telle. Ça va? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui auraient eu des questions, des commentaires? Sinon, je vais clore la période de consultation publique et rappeler là, qu'il y aura prise de position là-dessus à la séance de février. Donc maintenant, le point D7, l'adoption du règlement R712-2018 visant l'imposition tant générale que spéciale par catégorie d'immeubles applicables sur le territoire de la municipalité, des tarifs exigibles selon le cas pour les services, les taux d'intérêt applicables ainsi que le nombre de versements pour l'année d'imposition 2019. Ici, on parle suite au budget, où en fait, c'est le règlement d'imposition pour pouvoir ici envoyer nos comptes de taxes selon les règles. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je le propose. M. Boudreau? Je vais l'appuyer. Appuyé de Mme Lamy. Ça va pour tout le monde? Ça va. Maintenant, registre des armes à feu. Donc, là-dessus, je vais demander, je sais que c'est M. Duchesne qui a demandé que ce point-là soit mis à l'ordre du jour. Je vais lui demander de nous en faire la présentation. Effectivement. Donc, je vais proposer que la Ville de Baie-Saint-Paul soit contre l'adoption du registre pour les armes à feu. Et ça me prend pas normalement un second d'heure avant d'expliquer la teneur de ma demande. Donc, M. Fizette a secondé. Donc, pour expliquer ma démarche, c'est pas compliqué. 1, le gouvernement fédéral a dépensé des sommes énormes au niveau du registre des armes à feu, voire des milliards. Ce qu'on demande, c'est arrêtons de dépenser cet argent-là pour la dépenser dans plusieurs autres secteurs d'activité où le gouvernement ne donne pas l'ensemble des services. Je vais en nommer quelqu'un. En santé mentale, sous-financé. Nos aînés, un 2e banc, des fois par semaine, ça ne fait pas tard. Hein? Tout le monde le sait, on voit ça publicisé presque quotidiennement dans les émissions. Nos centres jeunesse, qui en ont grandement besoin, cet argent-là. Nos sans-abri, présentement, vous le vivez dans la région de Montréal, c'est un fléau. On a à peine à suffire à la demande. Les soins à domicile, dirais-je, où on est
toujours là, en sous-développement, et un grand besoin à nos organismes communautaires qui, eux, en ont réellement besoin de cet argent-là. De toute manière, là, en cas de délit, moi, là, je l'ai, mon permis, là. N'importe quel agent, n'importe quelle police peut savoir que j'ai des armes à feu en ma possession. C'est mon permis d'acquisition et de possession d'armes à feu. J'ai-tu besoin de l'enregistrer davantage? Selon moi, c'est non. Il est légal, donc ils savent que j'en ai en ma possession. On regrette tous et toutes le drame de la Polytechnique. Tout le monde en sont d'accord. Mais que quelqu'un qui possède une arme, qui veut en faire un délit, il n'y a pas besoin de l'avoir enregistré, pas enregistré. Il va commettre son œuvre quand même. On est tous en désaccord avec ça, mais pour ça que je disais tantôt, travaillons plus sur la santé mentale. Il y a près de 30 municipalités, on va être la 32e, parce que je n'ai compté 31 l'après-midi, qui se sont déjà inscrites contre le registre des armes à feu. Donc, normalement, ce soir, on devrait être la 32e. De plus, vous le savez, M. Thibault, peut-être aura l'occasion d'aller au micro, va rencontrer la députée le 28 janvier prochain. Je crois que c'est à 14 h en après-midi, ici à Baie-Saint-Paul. J'invite les gens à se joindre à lui en grand nombre. Moi, j'y serai, pour faire en sorte d'amener un document à la députée de Charlevoix pour la saisir du non-bienfait du registre des armes à feu. Je rappelle à tout le monde que 20 % des armes au Québec présentement sont enregistrées. Donc, c'est pas pour rien, là. Les chasseurs, là, c'est pas des tueurs à gages. C'est des gens qui s'amusent avec des armes d'épaule, qui vont à la chasse, qui vont au piégeage et qui n'ont pas l'intention de tirer qui que ce soit. Donc, pour moi, c'est pour ça que j'ai initié la démarche, après que M. Thibault nous en ait fait part, pour faire en sorte qu'on puisse amener d'autres municipalités, parce que je sais que là, présentement, le vent court en masse. D'ici le 28, vous allez voir, il y en a plusieurs qui vont joindre au mouvement pour faire en sorte de dire au gouvernement, prenons l'argent, utilisons-le à meilleur escient. Voilà. C'était mes raisons pour lesquelles j'amène la démarche ce soir. Il y a plusieurs chasseurs ici présents. Je pense que tout le monde en est conscient. Tous ces gens-là, probablement, ont le permis d'acquisition de possession d'armes à feu. Et c'est suffisant pour faire en sorte de prouver qu'on est en possession d'armes lorsqu'il arrive un délit ou un méfait quelconque. Donc, salutations. J'espère que ça va passer, mes amis. À plus. Donc, M. Duchesne, il y a une proposition. Est-ce qu'il y a une demande de vote? Non, attendez. Là, je vais voir s'il y a une demande de vote. OK, il y a une demande de vote. Donc, ceux maintenant qui peuvent s'exprimer sur la proposition, j'ai M. Fizette le demander. Merci. La position du Conseil ne doit pas s'associer, évidemment, au message invitant les propriétaires d'armes à feu de ne pas s'inscrire, de ne pas s'enregistrer. La loi sur l'immatriculation des armes à feu est très claire. Toute arme à feu présente sur le territoire du Québec doit être immatriculée aux conditions et selon les modalités déterminées par le règlement du gouvernement. À chaque propriétaire de se comporter de façon responsable pour lui éviter toute représaille pour ne pas être conformé aux exigences de la loi. Ton micro. Entendez-vous bien, oui? Là, oui. Toutefois, il est légitime qu'une partie importante de notre population émette de sérieuses réserves quant à la faisabilité, l'utilité et les coûts qui lui sont associés, et j'en fais partie. Il est également légitime de faire part de son niveau d'acceptabilité ou d'inacceptabilité d'une telle loi. Je me positionne en faveur d'une résolution du Conseil pour demander au gouvernement provincial de mettre un frein à l'application de la dite loi et y mettre fin, et ce, au nom de ses citoyens.
pour les motifs suivants. L'objectif ultime de la loi veut des mesures pour ajouter à la sécurité publique, à la sécurité des citoyens, en voulant responsabiliser davantage par un moyen totalement inefficace, totalement ridicule à mon sens. Cette mesure d'enregistrement n'assure en rien une plus-value à la sécurité des citoyens. Les argumentaires voulant justifier l'objectif recherché constituent une atteinte flagrante à notre intelligence. C'est exaspérant, révoltant même, et pour le moins stupide. Plusieurs autres objets peuvent être utilisés pour perpétrer un acte criminel. Doit-on enregistrer tout ce qui est à la portée des citoyens pour autant? Le simple enregistrement d'une arme à feu n'assure aucune mesure de sécurité concrète pour combattre l'usage à des fins criminelles. Nous pouvons imaginer l'exemple de véhicules qui peuvent parfois être utilisés pour commettre un acte criminel envers soi ou les autres. Ils sont pourtant tous bien enregistrés. L'enregistrement ne peut contrer la procuration d'armes à feu sur le marché noir de plus. L'enregistrement ne change en rien la finalité recherchée par son usage et n'offre aucune barrière sécuritaire. Le rationnel de la loi attribue un rétablissement du filet de sécurité, un rationnel basé sur un vœu pieux. Ce rationnel allègue que l'accessibilité aux armes à feu constitue un facteur de risque important de suicide, d'homicide, notamment d'homicides conjugaux et de décès accidentels. Ceci est vrai pour tout autre objet utilisé pour ce faire. La littérature scientifique stipule que la présence d'une arme à feu à domicile est associée à un grand risque de suicide, d'homicide et de décès accidentel pour les membres de la maisonnée. C'est l'évidence même. Nous pourrions dire également la même chose à propos d'un couteau de cuisine pour la personne suicidaire ainsi que pour les décès accidentels. Devrions-nous pour autant enregistrer les couteaux de cuisine? Ce n'est pas la présence d'une arme à feu qui incite au suicide ou à l'homicide, comme il en est autant pour le couteau de cuisine. La présence d'une arme à feu dans un domicile augmente le risque, toujours selon la littérature scientifique, augmente le risque d'homicide entre conjoints ainsi que la sévérité et la létalité de la violence conjugale exercée. C'est du n'importe quoi. La seule présence d'une arme à feu à domicile n'augmente pas un tel risque. Lorsqu'un conjoint décide d'un homicide, il utilisera un objet létal qui peut être couteau de cuisine et autre chose. Même si nous voulons enregistrer nos couteaux de cuisine, un tel enregistrement ne pourrait pas empêcher une telle pulsion. Idem pour les armes à feu. Une proportion importante de tentatives, toujours selon la littérature scientifique, de suicide n'est pas planifiée longtemps d'avance. Dans la moitié des cas, la période de crise suicidaire est de courte durée, soit moins de 10 minutes. C'est tout à fait vrai. La tentative de suicide tient à une impulsion. La loi sur les armes à feu du Québec, exigeant l'enregistrement, pas l'enregistrement, mais la possession et l'acquisition d'armes à feu, dispose déjà de mesures pour sécuriser les domiciles en contrôlant l'accès aux armes à feu par la pratique de l'entreposage sécuritaire pour les rendre moins accessibles aux personnes susceptibles d'en faire un usage inapproprié. De plus, l'actuelle loi oblige l'obtention d'un permis d'acquisition et de possession d'une arme qui requiert le consentement de la conjointe ou du conjoint. Cette façon de faire vient empêcher les personnes suicidaires d'avoir accès rapidement à une arme à feu durant une crise suicidaire et donner l'opportunité d'obtenir de l'aide une fois la crise passée. Elle permet également de contrôler l'accès à une arme à feu dans des situations de violence conjugale afin de prévenir des homicides conjugaux. L'arme à feu n'a aucune intention par lui-même. C'est dans son rapport avec l'usager que l'on peut distinguer une intention. À lui seul, l'enregistrement n'est pas un gage d'une saine utilisation. Le meilleur moyen pour contrer les usages par les personnes manifestant un déséquilibre ou un trouble de personnalité est l'intervention psychologique et ou psychiatrique. Voilà, il faut investir pour atteindre l'objectif. Voilà où il faut investir pour atteindre l'objectif du rétablissement de la sécurité. Un investissement en santé mentale plutôt qu'en l'enregistrement des armes à feu. C'est pourquoi je demande au Conseil, mes collègues, de se prononcer en faveur d'une telle résolution. Merci. Merci. Donc, M. Pilote.
Oui. Donc, bonsoir. J'ai décidé aussi ce soir d'inscrire mon vote en faveur de la résolution qui est proposée par mon collègue M. Duchesne, et ce, afin d'exprimer mon désaccord envers le nouveau système d'immatriculation des armes à feu du Québec. Cet outil est déploré tout de même par plusieurs intervenants du domaine de la sécurité publique, et il ne faut pas oublier que le gouvernement fédéral a délaissé ce système-là, et si les résultats auraient été au rendez-vous, mais je crois que le fédéral aurait maintenu son registre canadien des armes à feu. Ce qui signifie que les objectifs qui étaient louables au départ n'ont pas été remplis. Dans ce temps-là, on change. Quand ça ne marche pas, il faut se rendre à l'évidence. Pour ma part, c'est ça. Je crois que si le registre n'est plus là, il faut se poser des questions. Ça veut dire que c'était peut-être un faux sentiment de sécurité que ce registre-là nous apportait. Plusieurs millions aussi seraient nécessaires pour le rétablir à l'échelle du Québec. Et comme M. Duchesne exprimait tantôt, au niveau du fédéral, ça a été des milliards qui ont été investis. On sait que des milliards, c'est quand même pas rien. Et on sait aussi qu'il y a des tragédies, malgré que le registre était en opération. Il y a eu la tragédie de la mosquée, du Dawson College, tout ça, la Polytechnique, ça c'était avant le registre, tout ça. Mais on sait que c'est pas ça qui va empêcher une personne là, de commettre des tragédies meurtrières, malgré qu'on ne veut pas que ça arrive. Donc je crois plutôt que ça passe par la prévention. On ne le dira jamais assez. Prévention, prévention, prévention. Il faut bonifier les budgets en santé mentale, parce que quand on arrive pour tirer, excusez-moi l'expression, mais tirer quelqu'un, il faut avoir un problème entre les deux oreilles. C'est sûr que quelqu'un qui est normalement, qui va normalement dans sa santé psychologique, sa santé physique, il n'ira pas commettre un geste comme ça. Fait que je crois qu'il faut bonifier nos budgets en santé mentale. C'est sûr qu'il y en a déjà des budgets en santé mentale, mais l'argent, il faut le prendre à quelque part. Il y a des choix de société à faire. Et moi, je crois que le registre des armes à feu, c'est une belle idée, mais c'est pas un moyen qui marche. Fait que je crois que ça... Moi, les arguments qui sont employés par le législateur québécois n'ont pas réussi à me convaincre de la pertinence d'instaurer ce régime-là à l'échelle du Québec. Donc, c'est pour ceci que ce soir, je vais appuyer le projet de résolution de mon collègue, M. Duchesne. Merci. D'autres personnes? Madame Lamy? Oui. Bien, puisque j'ai demandé le vote, vous devinez que c'est parce que je vais voter contre. Je ne vous cacherai rien. Madame Lamy. Je vais l'approcher. Bon, Ah oui, OK, il n'était pas assez loin. Non, c'est parce qu'il était ouvert, mais il était trop pas assez proche. Beaucoup de choses ont été dites. Et dans ça, il y a aussi beaucoup de fabulation. Mais avant, je veux dire ceci, c'est que je respecte l'opinion de mes collègues qui veulent voter contre ce rejet. Comme j'apprécie aussi la présence des citoyens ici qui sont venus manifester leur opinion. C'est ça aussi la participation citoyenne. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je suis contente de vous voir. Ceci étant dit, laissez-moi préciser un peu certaines choses, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été dites, puis il y en a qui, disons, biaisent avec les faits. Alors, d'abord, il faut savoir qu'en décembre dernier, il y a 78% de la population du Québec, avec un sondage léger, qui a voté pour ce registre. 78%. J'imagine que dans ces 70%, il n'y avait pas nécessairement des chasseurs et des gens qui sont contre l'enregistrement. C'est un premier fait. On a dit que le régime fédéral avait coûté des milliards. Le rapport de la vérificatrice générale du fédéral, vous pourrez le retrouver, c'est un autre fait, ne mentionne pas ces sommes-là. Donc, autre vérité à demi, même pas. Ce n'est pas exact. Ça a coûté de l'argent, c'est sûr, mais pas des milliards. Faut savoir aussi que le régime du fédéral qui a été aboli en 2012, on a constaté, peut-être qu'il n'y a aucun rapport, mais en tout cas, on a constaté qu'il y avait eu une hausse d'homicides suite au retrait de ce registre fédéral. Une hausse de 20 à 30 %. Il y a aussi, on a dit pourquoi, si c'était si bon que ça, pourquoi le registre fédéral a-t-il été aboli? Il était aboli d'abord parce qu'il y avait des difficultés de gestion sur l'ensemble du dossier et non pas juste sur le registre, donc des coûts et une mauvaise administration.
et surtout parce qu'il y avait des lobbies de pression venant notamment, entre autres, des fermiers de l'Ouest et de beaucoup de gens de la ruralité qui se sont manifestés auprès du gouvernement conservateur et qui, comme tout bon gouvernement qui voulait se faire réélire, a décidé de céder à cette pression-là. J'ai entendu tout à l'heure beaucoup de choses sur la santé mentale. Vous savez que les statistiques nous démontrent qu'il y a 15 % seulement d'homicides qui sont le fait de problèmes de santé mentale. 15 %, c'est déjà trop, mais c'est 15 %. Vous pourrez vérifier tous ces chiffres-là. Moi, je ne les invente pas. Je ne saurais le faire, ça. J'ai entendu aussi tout à l'heure parler beaucoup de santé mentale, d'hébergement, de mettre de l'argent pour les soins à domicile. Moi, je suis d'accord avec tout ça. Mais il n'y a pas un budget unique au Québec. Le budget, c'est comme si on nous parlait, on nous disait, bien là, voilà, vu qu'on met de l'argent dans le registre, il n'y en a pas assez pour les autres. Ça n'a rien à voir avec les finances publiques, ça, je regrette. Il n'y a aucun rapport, mais aucun. Et d'autant que les sommes qui sont prévues pour le registre québécois n'empêchent pas de rendre tous ces services-là. Ça tient à bien d'autres considérations, le fait qu'on n'a pas que les personnes âgées n'ont pas 2 bains par semaine, puis parce que ceci, cela, etc. Ça n'a rien à voir. Rien à voir avec le registre puis l'argent qu'on y met. Dire des choses comme ça, je regrette, là, mais c'est tromper la population. Vous vous demandez à quoi ça peut servir. Vous dites, oh, j'ai entendu tout à l'heure, on a dit, ben oui, ça n'empêchera pas, le fait qu'il y ait un registre, ça n'empêchera pas les gens qu'il y a encore des homicides, etc. C'est vrai. C'est très vrai. Comme avoir des feux rouges, ça n'empêche pas les gens de passer sur les feux rouges. Comme avoir tel ou tel autre règlement, on peut en énumérer un certain nombre, ça n'empêche personne. Personne n'est obligé, ne sent l'obligation de les respecter s'il décide de ne pas les respecter. C'est très humain, c'est normal. Mais pour moi, c'est un argument qui est plutôt faible. La GRC dit ceci au sujet des registres. À quoi ça sert? Le registre est utile pour la sécurité des agents de police, entre autres, quand ils sont appelés sur... vous avez vu ce qui est arrivé à 2 agents de la Gendarmerie royale au Nouveau-Brunswick qui n'avaient pas vérifié ou qui avaient pu, parce qu'il n'y avait plus de registre, et qui ont été assassinés, effectivement. Donc, pour la sécurité des agents, pour le soutien aux enquêtes aussi, notamment pour retrouver des armes, pour améliorer la sécurité publique d'une façon générale. Saviez-vous que, selon les chiffres de la sécurité publique du Québec, la SQ, que, alors que le régime fédéral existait, donc jusqu'en 2012, il y avait, de la part de la police du Québec, 900 consultations par jour. 900 consultations par jour du registre fédéral. Ça devait servir à quelque chose, j'imagine, s'il se donnait la peine de le faire. Et finalement, on a vu dans les journaux ces jours-ci que le groupe du Québec, pas que vous l'ayez sollicité nécessairement, mais en tout cas avait l'appui de la fabuleuse et fameuse National Rifle Association. Moi, juste d'être associé à une affaire de même si vous ne l'avez pas cherché, j'aurais peur. Parce que on sait ce que ça donne aux États-Unis. On vous fait remarquer que je fais la nuance. Hein, ici, au Canada, ce n'est pas un droit constitutionnel d'avoir des armes. C'est un privilège. Que la NRA vienne nous appuyer, ce sont les mêmes gens qui ont fourni et qui nous ont donné le fabuleux et fameux M. Trump. Ce sont les mêmes gens
qui ont dit, suite à de nombreux attentats dans les écoles où des enfants ont été assassinés, ce sont les mêmes gens qui ont dit, bien, on va régler le problème en donnant des armes aux professeurs. Une solution extraordinaire, absolument extraordinaire. Alors, ce sont ces gens-là qui appuient cette démarche-là. Je trouve ça, c'est pas une bonne recommandation en ce qui me concerne. Alors, pour toutes ces raisons-là, moi, je vais voter contre. Merci, Mme Lamy. D'autres? Oui, s'il vous plaît. Bien là, je vais peut-être permettre à ceux Oui, qui absolument. n'ont pas parlé encore, s'ils veulent parler. Ça va? Moi, juste un petit mot, même s'il va être doudou. Oui. J'étais contre déjà au niveau du fédéral. Fait Oui. que je vais être encore contre le registre. Contre Ça, le c'est registre? officiel. OK. C'est beau. Monsieur Fizette, vous voulez ajouter? Je voudrais ajouter, oui, au propos de Mme Lamy, d'abord, concernant la santé mentale, il faut bien s'entendre sur une chose. Une personne peut effectivement être en situation de manque à gagner au niveau de sa santé mentale et utiliser un instrument pour pouvoir manifester sa violence. Mais il y a aussi, et puis là, on parle de 15 là, qui sont non en santé mentale, mais il faut aussi dire que il y a aussi des situations de déséquilibre, okay? Des déséquilibres entre deux intelligences. On est dotés, nous autres, les êtres humains, de deux intelligences, émotionnelle et cognitive, et puis que la première qui est interpellée devant une situation, c'est l'intelligence émotionnelle, et c'est là qu'est tout le monde des impulsions, puis c'est là qu'effectivement, un contendant pourrait être utilisé pour commettre un délit. Donc, c'est sûr que ces périodes-là peuvent être plus ou moins longues. Okay? Mais quand on parle d'intervention psychologique et psychiatrique, c'est la nuance qu'on peut faire. Okay? En soi, uniquement une arme à feu, mettez-la dans le coin qu'il y a là, il n'y a aucun danger, l'arme à feu. C'est pour lui, l'arme à feu, qui va décider de se manifester et commettre un délit. Là. L'arme à feu commence à être dangereux à partir du moment où il est entre les mains de quelqu'un. Ça, c'est sûr. Ça ne peut pas être. Donc, ce qui est important, ce n'est pas enregistrer l'arme à feu, ça serait d'enregistrer l'usager de l'arme à feu. Et ça, c'est déjà fait. Toutes les armes à feu ici au Québec, tous les propriétaires d'armes à feu ici au Québec doivent s'enregistrer pour être capables de posséder puis être capables d'acquérir une arme à feu. C'est la meilleure route pour le faire. Madame Lamy, la gendarmerie royale, OK, les agents de sécurité, au départ, quand ils arrêtent une voiture, au départ, ils prennent pour acquis qu'ils peuvent être molestés, qu'ils peuvent être violentés par un instrument quelconque, incluant l'arme à feu. Alors, le fait d'avoir accès à un registre, encore une fois, même s'il y avait un registre, l'arme à feu, ça ne veut pas dire que l'arme à feu est avec celui qui est dans la voiture. Okay? Bon. Alors ça, il y a des nuances à faire à ce niveau-là. La question aussi du 78 que ce serait montré favorable, peut-être, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Ouais, le sondage léger, mais c'est dans quelle partie de la région que ça a été fait? Si c'était fait au plein centre de Montréal, c'est différent que si ça a été fait en région. Parce qu'au centre de Montréal, on peut tout s'entendre pour dire qu'une arme à feu, pour chasser, tu n'as pas vraiment besoin de ça, à moins que tu ailles en région. Ben là, non, je ne suis pas ridicule parce que j'ai déjà connu quelqu'un qui a tiré un coup de fusil dans le temps de la chasse en pleine ville puis il était arrêté parce que c'était en pleine ville. Mais si en campagne, là, n'oubliez pas ça, là, tu peux chasser au coin de la rue, regarde des canards, là, tu peux chasser ça dans le temps de la chasse aux canards, bien entendu. Alors, puis tu étais en pleine ville, là. Okay? Bon. Alors, c'est pas la même, comment je dirais, c'est pas la même, on n'a pas à se guider des comportements des gens qui ne vivent pas dans un même scénario de vie que le nôtre. Puis je pense qu'il faut faire des nuances puis des distinctions à ce niveau-là. Et il faut effectivement, même si on dit qu'il y a plusieurs portefeuilles dans le domaine du provincial, du fédéral et du municipal, il demeure pas moins qu'en santé mentale puis en santé psychologique, il y a des manques à gagner budgétaires pour pouvoir répondre aux besoins de la demande. Quand on dit que quelqu'un qui veut consulter un psychologue est obligé de payer le psychologue pour pouvoir recevoir des soins, alors qu'il peut aller voir pour un petit grippe un médecin puis il est complètement payé. Tout ça pour dire qu'il y a des manques à gagner pour répondre à ce genre de besoins-là. Ce n'est pas en enregistrant un arme à feu qu'on va pouvoir rencontrer là, ce besoin-là. OK. Monsieur Pilote. Oui.
Donc, juste pour revenir un petit peu, là, pour rectifier certaines choses, je respecte l'opinion de mes collègues également. C'est sûr que ce soir, là, moi, ce qu'on me demande, c'est est-ce que je suis pour ou contre la pertinence d'avoir le régime des armes à feu québécois. Je ne suis pas là pour me dire est-ce que l'association américaine, là, c'est un mouvement qui a de l'allure ou pas. Là, ça, c'est une autre chose. Puis ce soir, c'est pas ça la question. Et je ne suis pas un juriste non plus. C'est pas à moi de me prononcer si c'est un mouvement qu'on doit ou on ne doit pas appuyer. De deux tantôt, lorsqu'on parlait là, que peut-être nos chiffres étaient biaisés, je viens de faire une petite recherche là, de quelques secondes et ce qu'on m'apprend sur le site, la GRC, donc la Gendarmerie royale du Canada, c'est quand même pas rien. Je crois que la police montée, c'est quand même un corps de police qui est prestigieux et qui apporte quand même des renseignements qui sont véridiques. Et en 2011, on parle de 2 milliards de dollars. Fait que ça vient corroborer. Et en 2005, le vérificateur général du Canada parlait de 946 millions en mars 2005. Et si on sait que le registre a été aboli, je crois que c'est 2012. Donc, ça tient la route si c'est 946 millions en 2005. Si on rajoute les quelques années en 2012, je crois que le 2 milliards est facilement atteignable. Sur ça, j'ai terminé mon opinion sur ce sujet. Mas, si vous permettez, sur les chiffres, là, juste une précision. Madame Lamy. Parce que dans votre recherche, M. Pilote, il faudrait que vous regardiez sur l'ensemble, parce que dans ce budget lié au registre des armes à feu fédérales, il y a pas uniquement, il y a des frais accessoires. Alors, c'est la totalité. Quand on donne ces chiffres-là sont exacts, mais ne comprennent pas uniquement les chiffres qui sont liés au registre d'enregistrement des armes. Il y a d'autres éléments administratifs qui concourent à tout ça. Alors, moi, je veux bien, là, on ne fera pas de guerre de chiffres, mais si on veut être transparent et dire la vérité aux gens, il ne faut pas dire « ça a coûté 2 milliards le registre » parce que ce n'est pas vrai. Alors, moi, je lis la GRC. Mais c'est M. beau. Fortin, j'ai juste un Ouais. ajout, là, un dernier. Là. Oui. Sur le 18% dont Mme Lamy fait allusion, là, 65% des répondants venaient des grands centres du Québec. Montréal, Laval, Sherbrooke, Drummondville, Gatineau, Oui. etc. Donc, on n'est pas dans la même configuration quand on est... Là, on oppose les régions aux grands centres encore une fois. C'est ce que la population ne veut pas. Donc, pour nous, on dit, parce que les gens qui vont à la chasse, qui ont des armes d'épaule, proviennent des régions, on dit non, prenez l'argent et investis-le ailleurs. Point à la ligne. OK. M. Goudreau, vous vouliez ajouter? Moi, je vous dire, je vais peut-être paraître très, très simpliste, puis je l'ai dit à plusieurs de mes collègues aujourd'hui. Je l'ai dit même cette semaine, quand j'ai été approché par certains citoyens qui me disent « Tu te positionnes où? » Et puis, ça va peut-être vous paraître bien bizarre, là, mais même j'en discutais chez moi ce soir. Et puis, c'est une question... Moi, je n'ai jamais possédé une arme à feu. Et puis, c'est quelque chose que je me suis jamais posé la question, même pourquoi que ce soir, puis là, je ne dis pas où est-ce que je m'en vais, où est-ce que je vais, où est-ce que je viens. Pourquoi que ce soir, on est rendu que c'est le conseil municipal qui va dire, ben là, nous, une ville se positionne contre une chose, contre un groupe ou contre un autre. Alors que, moi, ce que j'entends, puis je vous le dis, là, ce que j'entends, c'est qu'un des argumentaires, c'est qu'on va prendre l'argent qui est dépensé, puis je ne dis pas, là, que le bien fondé de toute la démarche de ce soir est fausse. Mais de croire que le fait que le registre n'a pas, mettons qu'il ne passe pas, OK, que l'argent va être attribué aux démunis, aux sans-abri, tant qu'à moi, c'est là où j'ai un problème. C'est là où je pense qu'on fait diversion du vrai problème. Si, à quelque part, on est comme communauté ou comme organisation ou comme peuple, on est assez autonome financièrement que si on veut diriger des fonds pour les sans-abri, pour les démunis, la santé mentale, j'ai aucun problème. Est-ce qu'on va le faire au détriment d'un registre? Moi, je peux vous dire, OK, que dans ma communauté et dans ma famille, OK, j'ai des membres de ma famille qui sont policiers. Moi, c'est pas là, le Pierre Jean-Jacques. Et j'ai même pris ce soir, avant même de m'en venir ici ce soir, j'ai pogné le téléphone, j'en ai rejoint. C'est au pluriel. Puis dans tous les cas, OK,
on me dit, il y en a qui me disent oui, il y en a qui me disent non. C'est aussi divisé que ça va l'être, que ça l'est ici. Mais moi, la question que je me pose, est-ce que dans la vraie vie, le fait qu'on dise qu'on va retirer l'enregistrement obligatoire va régler le problème? Je pense pas. Tu sais, je faisais même allusion à quelqu'un aujourd'hui, il disait, il y a bien des municipalités qui nous demandent d'enregistrer, excusez là, le bémol, nos animaux domestiques. Ils sont capables, on nous oblige à enregistrer nos animaux domestiques. Bien là, on me dit, quelque chose qui peut carrément être un outil, on devrait peut-être l'enregistrer. Ou, je vous le dis, là, je n'ai jamais été aussi déchiré, puis je suis franc avec la population. Merci. Oui, mais là, c'est la dernière, peut-être là-dessus. Oui, là. la toute dernière pour répondre à une des questions de M. Boulot. Pourquoi le Conseil doit se mêler de ça? Ben, la réponse à ça, c'est parce qu'il y a des citoyens qui nous demandent de le faire. Puis on est ici pour nos citoyens. Moi, c'est bon. Merci. Merci. Donc, ça va. Là, j'ai une demande de vote, mais moi, je vais donner... essayer de donner un court opinion, le mien. Moi, je vais inscrire ma dissidence si jamais il y a une résolution qui passe comme maire. Si jamais il y a une résolution qui passe comme maire, moi c'est sûr que je vais voter contre l'esprit de la résolution que nous avons ici ce soir comme maire de Baie-Saint-Paul. Pour moi, je trouve dommage. Moi, je partage ce que M. Goudreau a dit. C'est pas notre rôle de se mêler de ça. Moi, je pense qu'on n'a pas à prendre position là-dedans. Si on avait à prendre position, moi, je suis favorable avec la situation actuelle, donc avec l'idée d'un registre. Moi, je pense que... Et j'ai tout entendu les arguments, mais tout à coup, ça aiderait à en sauver une couple de vies. Tout d'un coup, ça, on ne le dit pas. Hein? Tout à coup. Mais là, on voit tout... Hey, non, impossible, il n'y a rien, ça ne donnera rien. C'est sûr que ça ne donnera rien. Mais c'est à base de quoi que c'est sûr? Je ne sais pas. Je ne le sais pas. Non, je ne le sais pas. Et à part des opinions, à part de l'idéologie, là, puis des opinions, il n'y a rien de ça. Donc, là, je peux être, vous savez, on peut être d'un côté ou de l'autre. Moi, je reviens aussi sur la base de ça. Le départ de tout ça. On s'en souvient. Les demandes qui avaient été faites ont été suite au massacre de Polytechnique. J'écoutais aussi hier quelqu'un, le président du centre de la mosquée de Québec, à qui on a demandé de mettre en lien justement de l'argent pour la santé mentale et le registre des armes. Il dit, bien, on ne peut pas mettre ça en lien. Les vies humaines, ça n'a pas de valeur. Ce n'est pas une question de valeur d'argent. Et on se donne des possibilités. On se donne peut-être des possibilités. Puis ça, ce n'est pas aller à l'encontre des chasseurs. Les chasseurs vont pouvoir continuer à chasser, vont pouvoir avoir leur âme, puis s'adonner à leur loisir, puis tant mieux. Et moi, là-dessus, là, il n'y a aucun problème avec ça. Mais moi, je dis, tu sais, des fois, on dit trop fort casse pas. Je me donne peut-être un peu plus de chance. Et je pense que c'est un signe d'évolution avec lequel on travaille là. Et si on peut s'aider, oui, on parle de suicide, de violence, mais si on peut s'aider un peu ensemble à diminuer les actes de violence, à faire que des massacres comme Polytechnique ou la Mosquée de Québec, peut-être qu'à quelque part, qui va nous le dire? Mais ça va être dur à faire. Qui va nous dire qu'on a peut-être réussi à travers ça, à faire qu'il y ait moins de tout ça? Je pense que ce serait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pour ce qui est de l'argent qu'on met pour les démunis en santé mentale, il n'y a personne qui empêche ça. Il n'y a personne qui... pourquoi pas? De l'argent, on en a pour mettre là-dedans. Il n'y a personne qui dit qu'on ne peut pas aller trouver de l'argent n'importe où pour pouvoir être encore plus, investir encore plus dans ce domaine-là. Et moi, je pense que de mettre le registre, l'enregistrement du registre en balance avec ça, écoutez, ce n'est pas un argument, moi en tout cas, qui fait que... qui m'impressionne beaucoup par rapport à ça. Et encore là, et j'en suis de ceux, oui, il faut investir plus dans les ressources pour les personnes démunies à tous les niveaux. Aucun là-dessus, je pense. Mais
l'idée de mettre ça dos à dos, pour moi, là, c'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure, je vous avoue. Et donc, dans ce cadre-là, moi, pour moi, comme maire, et pour moi, je trouve dommage qu'on défende une position comme celle-là. Je pense que ce n'est pas à nous de trancher ça, c'est vraiment au gouvernement. Et ce n'est pas à nous non plus de faire des pressions, quelles qu'elles soient, dans ce domaine-là. Et que si on en faisait, moi, je pense qu'on on devrait le faire dans le sens des meilleurs moyens possibles qu'on peut se donner pour prévenir le mieux possible la violence, quelle qu'elle soit. Puis ça en fait partie. C'est un de plus, ça ne règle pas tout, mais tout à coup, ça aiderait un petit peu, tout d'un coup. On peut-tu se la poser, cette question-là, tout d'un coup? Et là, il y a un vote. Non, mais M. Fortin, on se débat, nous, corps et âme, là. Corps et âme, pour que le haut nous envoie pas la législation et qu'on les subisse au quotidien. Pourquoi pas aujourd'hui, ce ne serait pas à la base, mais pourquoi pas ce ne serait pas aujourd'hui à la base de demander au gouvernement de revoir sa position? On n'est pas diamétralement opposés, mais quand nous, on subit vers le haut, on se plaint. Là, c'est le bord qui nous demande de prendre position, de dire qu'on est contre. Non, excusez. Donc, à un moment donné, il faut prendre... Là, on va voter. Écoutez, on n'ajoutera pas au débat. Là. Juste une petite seconde, là, regarde, juste pour vous dire une chose, OK? Déjà, tout propriétaire d'armes à feu au Québec est enregistré à la gouvernement par la loi sur les armes à feu. Donc, conséquemment, tous les armes à feu sont pairées avec un propriétaire. Enregistrer l'arme à feu à lui tout seul, là, ça ne sert mais absolument rien. Ben oui, c'est vrai. Voyons donc. Mais M. Fizette, je m'excuse, je ne veux pas faire un débat, mais sur quoi vous basez-vous pour dire que ça servira absolument à rien? Parce que c'est inutile, M. Fortin. Je dis ça, mais pourquoi, M. Fortin? C'est inutile, mais sur la base de quoi? M. Fortin, j'ai 4 armes à feu chez moi. Oui, puis? Les 4 armes à feu sont enregistrées au gouvernement du Québec parce que j'ai le permis de possession et d'acquisition d'armes. Oui. Si quelqu'un commet un délit avec mon arme à feu, ils savent retracer Michel Fizette. Mais l'arme à feu, là, même si l'arme à feu est enregistrée, qu'est-ce que ça donne de plus pour en arriver à joindre ce plus-value en sécurité? Ben moi, je pense que c'est une plus-value, justement. Non. Mais je suis aussi scientifique que vous là-dessus. C'est inutile. C'est une opinion, et je pense que dans bien des cas, puis M. Duchesne l'a fait ressortir, il y a une part idéologique là-dedans. Et on est dans un débat un peu idéologique des bouts. Moi, là-dessus, comme maire de Baie-Saint-Paul, c'est clair, moi, je ne partage pas ça, et moi, je vais inscrire ma dissidence par rapport à la proposition qui s'en vient. Peu importe, oui. Il faut voter. Et donc, on va voter. Ben, d'habitude, c'est la période de questions, Clément, que les gens s'expriment. La période de questions, à moins que le Conseil me dise majoritairement que vous voulez que les gens parlent. Pas d'objection. Ben, allez-y. Pas d'objection. Mais j'aurais aimé mieux que le vote se prenne avant. Mais non, mais et là, c'est le Conseil qui a à voter. J'aurais aimé donner mon opinion. Vous allez pouvoir la donner après le vote. Je suis 50% d'accord avec vous, 50% d'accord avec Mme Lamy. Donc, pourquoi on se prononce là-dessus, là? Je ne veux pas parler pour crier et vous obstiner, là. Je veux juste dire, par exemple, comme Mme Lamy, quand on... Monsieur Thibault, si vous parlez Bambalo au micro, on va vous le permettre, là, avant le vote, mais c'est ça. Bon. Alors, Mme Lamy, quand vous parlez vous nous comparez, ben, je ne sais pas si vous nous comparez, mais vous parlez des États-Unis. Aux États-Unis, Mme Lamy, ils n'ont pas de permis de possession-acquisition. Ils ont un permis de port d'armes. Ils ont le droit de l'avoir dans leur ceinture, dans leur poche, sur le côté. Ils ont le droit de le traîner partout, en tout temps. Ça n'existe pas au Canada. Monsieur Thibault, juste une seconde. Oui. Juste précision, là, je ne veux pas vous empêcher de parler, mais ce que j'ai dit, c'est que la NRA donnait son appui. Je n'ai pas comparé qui que ce soit. Là. Je sais très bien ce dont vous parlez. Merci. Et puis, c'est la NFA, National Firearms, qui sont chargés de donner des cours de maniement, en passant.
Monsieur le maire, Oui. je suis 50% d'accord avec votre opinion. Là où je suis d'accord, c'est quand vous parlez de prévention. Là, je suis 200% d'accord. De prévenir. Mais il n'y a rien qui démontre que dans le fait qu'une arme soit enregistrée, que ça va prévenir. Maintenant, Thibault, excusez, je veux pas faire un autre dialogue. chose. Monsieur Thibault, je ne veux pas faire un dialogue, mais il n'y a rien qui démontre que ça ne le peut pas. Un est aussi bon que l'autre. Si vous n'êtes pas si proche du vote, je déposerai des documents, monsieur le maire. Il y a quelqu'un qui a parlé de 70% d'un vote léger. C'est un vote qui a été commandé par Oli se souvient. Ils ont sondé 1000 personnes, dont 500 à Montréal, qui avaient donné 82% de la population pour le registre. CIMT, CHOI ont sondé 6500 personnes. Ils sont arrivés à 98,2% contre le registre. Tous les tueries qui ont eu lieu, Mais M. Thibault, c'était ça a qui? tout été fait par des mitraillettes, M. monsieur le maire. Thibault, c'était qui la firme de sondage de CIMT? CIMT, CIMT, Mais c'est qui la firme de sondage qui a fait le sondage? C'est CIMT, CHOI qui l'ont C'est fait. la eux firme autres. CIMT, CHOI, OK. Non, c'est les postes radio, CIMT, CHOI. Prenons l'exemple quand on parle de consulter le registre. En 2005, il y a une policière à Montréal qui a consulté le registre. Qu'est-ce que le registre lui disait? Que le type dans la maison avait un dossier criminel, que le juge lui avait ordonné d'aller, il avait laissé son PPA, mais il avait ordonné d'aller déposer son arme chez un ami. La policière est arrivée à la maison, elle s'est fiée au registre, elle a sonné à la porte, elle s'est fait tirer à travers la porte, l'arme est encore dans la maison. Quand on parle de prévention, là, il y en aurait de la prévention à faire, monsieur le maire, je suis 200% d'accord avec vous. Et ce qu'on vous demande par votre résolution, monsieur le maire, en fin de compte, c'est une résolution qui demanderait à M. Legault de revoir cette loi-là et de pondre une autre loi qui irait dans votre point de vue pour la prévention. Et non pas, il n'y a pas un chasseur qui oserait tirer sur une personne. Moi, je vais vous dire, quand je vais en chasse, que je tire sur un chevreuil ou sur un orignal, les larmes m'en couleraient tellement que c'est beau, puis ça fait quelque chose de tirer ça. Tu arrives aux côtés de ta bête, la première chose que tu fais, tu ne l'éventes pas tout de suite. Tu caresses, tu flattes ta bête, puis tu la trouves belle, puis c'est un sport. Et ce n'est pas moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas un chasseur qui tirerait sur un être humain. Pour un. Alors, monsieur le maire, ce qu'on vous demande, c'est un appui à notre région de demander à M. Legault de revoir cette loi-là. Elle est aucunement préventive. Et j'ai des dires ici de criminologues qui le prouvent, qu'il n'y a aucune prévention avec cette loi-là. Alors, ce qu'on vous demande, c'est votre appui pour demander à M. Legault de pondre une autre loi que celle-là et de ne pas pénaliser les gens qui ne sont pas responsables des tueries. C'est des gangs de rue, c'est des motards, c'est pas les chasseurs qui sont responsables de ça. Merci de m'avoir entendu, M. le maire. Merci. Ajouter, simplement dire que pour moi, le registre, quoi que ce soit, ne vient pas... Quand on parle d'inconvénients, c'est vrai qu'il y en a, peut-être un peu, il faut remplir mais est-ce que ces inconvénients-là, pour moi, ne l'emportent pas sur l'importance que ça peut avoir de tenir ça? Et moi, je continue à penser que c'est important. Mais voilà, regardez, on est, je pense, dans des... mais le Conseil, là, il y a un vote qui est demandé. S'il y a une résolution qui est faite, on verra. Et moi, par contre, je vais le dire encore, puis je vais inscrire tantôt ma dissidence par rapport à ça. Est-ce qu'on a la résolution? Ben, en fait, c'est... C'est quoi la résolution, là? Oui, oui.
En fait, la proposition... Non, mais monsieur Fortin, si vous me le permettez, on a remis à monsieur Émilien plusieurs copies de règlements par les municipalités qui sont contre le registre, et je lui ai remis l'ensemble des résolutions, et il va en faire une qui va être conforme à ce que représente Ville de Baie-Saint-Paul en regardant les considérants des autres municipalités qui, eux, l'ont voté également. On voulait qu'elle soit réellement conforme avec le vécu de Baie-Saint-Paul. Donc, j'avais celle de Notre-Dame-des-Monts, et pour l'avoir lu, j'ai bien vu qu'il y avait des considérants qui n'allaient pas avec Baie-Saint-Paul. Donc, M. Émilien va nous pondre Quel est le texte de la proposition? La résolution, là, au-delà des considérants, c'est quoi, M. Bouchard? Le texte? Vous permettez, monsieur Fortin? Il n'y a pas de texte. Monsieur Fortin? Non. Oui. Permettez? Ce qu'on comprend, c'est que la proposition, de toute façon, c'est de demander au gouvernement du Québec de retirer son projet de... Bon, voilà. Exactement. Voilà. C'est ça. C'est de retirer le projet. Pas de remplacement. Mais je voulais quand même redire sur la question... Je voulais revenir sur la question des sondages. Là, quand on dit... Parce que léger, quand même, là... je sais que là, il a été dit toutes sortes de choses, mais jusqu'à preuve du contraire, ça a l'air d'être une maison sérieuse, là. Et quand ils prennent 500 personnes en ville, puis c'est une proportion normale du Québec. Hein? Puis les gens qui vivent en ville sont des personnes comme n'importe qui, là. Hein? Non, c'est pas... Il y a des échantillons qui travaillent là-dessus. Et c'est pour ça que je mets en balance un sondage qui vient d'une station de radio que je ne sais pas trop par qui il a été fait. En tout cas... Mais juste pour dire, M. le maire, par rapport à ce que vous venez de dire, M. Léger lui-même dit que leurs sondages ont des ratés. Est-ce que c'en est une ou pas? Ça reste à voir. Ah, ben là, en tout cas, on verra c'est à quel domaine qu'il a dit qu'il y avait des ratés. OK. Donc, non, mais ça, c'est le genre d'affaires que quand ça fait notre affaire, ils sont bons. Quand ça ne fait pas, ils sont plus bons. Mais voilà, là, j'ai une demande de vote. Quels sont ceux qui sont favorables avec la proposition? Quels sont ceux qui sont contre? Donc, c'est adopté majoritairement, mais moi, je répète, j'enregistre mon vote contre cette proposition-là comme maire. Merci. Maintenant, dépôt du registre des déclarations, donc en E2. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez rester avec nous autres, on n'a pas terminé. La guerre va pogner, là. Bonsoir. Donc, maintenant, le dépôt du registre des déclarations. Dépôt du registre des déclarations. Donc, la loi sur l'éthique, la déontologie nous demande à ce qu'un registre soit tenu et déposé annuellement lors d'une séance de conseil. L'idée étant, ce registre-là contient les déclarations sur les dons, autres avantages ou marques d'hospitalité d'une valeur de 200 $ reçus par un élu, et ça conformément au code d'éthique. Donc, vous voyez ici, et chacun a rempli la formule, le reconnu. Donc, on vient ici déposer ce registre-là. Maintenant, dons et subventions 2019, lors du dernier budget, on a adopté toute une série de subventions et de dons, donc on fait à différentes organisations. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour l'adoption de... Je la propose. Je l'appuie. Appuyé de Mme Lamy. Adhésion, cotisation, abonnement et licence. Donc, dans le même sens, c'est l'ensemble des cotisations qu'on a ou que nos employés parfois ont à différentes organisations en lien avec leur poste, donc, ou leur profession. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Ça a été adopté lors du dernier budget également. Je le propose. M. Goudreau? Je vais l'appuyer. Puis M. Boilly. Si je pourrais, M. le maire, oui. Je ne demanderai pas le vote,
puisqu'on a quand même des obligations là, en fonction de respect des conventions collectives. Mes collègues savent ma position sur ce sujet-là. Je l'ai fait valoir à maintes et maintes reprises. Juste pour m'exprimer, moi, de mon côté, je trouve que les cotisations professionnelles des employés salariés, que ce soit les syndiqués ou les gestionnaires du personnel d'encadrement, je crois que ces cotisations-là doivent être assumées par les personnes eux-mêmes et non par l'organisation, puisque quand on décide d'être un professionnel et d'avoir un titre réservé et d'être inscrit au tableau d'un ordre professionnel en fonction des différentes dispositions du Code des professions, je crois que c'est à nous de se responsabiliser et d'assumer les différentes cotisations professionnelles. Je donne par exemple, nous, au niveau du réseau de la santé, services sociaux, tous les professionnels paient leurs cotisations et je crois que ça devrait être pareil du côté municipal. C'est ma position, mais je me rallie à celle du Conseil. Voilà, merci M. Pilote. Donc maintenant, en E5, adoption du plan d'action 2019-2024 de réduction de gaz à effet de serre de la Ville. Donc, la Ville de Baie-Saint-Paul, comme membre du programme de partenaires dans la protection du climat de la Fédération canadienne des municipalités, a travaillé avec la firme Enviro Accès à la réalisation de son deuxième plan de diminution des gaz à effet de serre. Donc, il y a un bilan qui a été fait des réalisations du premier plan, donc du premier plan d'action 2013 à 2018. Il y a eu une mise à jour qui a été faite également et on a élaboré un plan d'action pour 2019 à 2024. Il y a une consultation qui est faite, qui a été faite au niveau en ligne auprès des citoyens également par rapport à ça. Et donc, on a différentes actions. On viendrait ici là, adopter différentes actions. Il y en a 13. Ici, je vais donc aller vers les actions là, qu'on compte mener. Pas long, j'y arrive. OK. Donc, on a ici, on a en l'action 1 qui est l'optimisation de l'efficacité énergétique du bâtiment maison-mère. On a l'amélioration de l'efficacité énergétique de l'aréna. Pas pire, les journalistes ne sont pas là quand on parle de ça. L'amélioration de la gestion énergétique de l'hôtel de ville. On n'a pas tous les mêmes priorités, non, M. ça n'a pas l'air. Action 4, l'inspiration des critères visés verts et LEED lors de la construction de nouveaux bâtiments municipaux. Le changement des luminaires de rue au sodium pour des lampadaires d'ailes avec un système de modulation. C'est important. La formation des employés municipaux à l'éco-conduite. Le suivi de la marche au ralenti des véhicules de la ville. La mise en place du programme Ici on recycle dans les bâtiments municipaux. L'installation de compteurs d'eau pour les grands consommateurs. La mise en place d'un programme d'aide à la rénovation pour les citoyens. La mise en place d'un plan de mobilité active pour la ville de Baie-Saint-Paul. L'évaluation de la faisabilité de la mise en place d'un service de communauto. Et finalement, la compensation des déplacements des élus par la plantation d'arbres. Donc, les élus s'engagent à pouvoir compenser leurs déplacements par la plantation de, je pense, c'est deux arbres. C'est deux. 2 arbres par année. Voilà. Et je pense que c'est important de le souligner. Monsieur le maire, oui. Est-ce que vous permettez un commentaire? Allez-y. Sur l'action 13, bien, c'est intéressant. Toutes les actions sont intéressantes. Il y en a qui sont plus porteuses que d'autres, c'est-à-dire qu'elles ont quand même une plus grande valeur. Non, une plus grande valeur en termes de gaz à effet de serre, parce que c'est plus gros, c'est évident. Mais je pense que c'est important de signaler aux citoyens. C'est important de signaler aux citoyens que sa valeur, il y a des petits gestes aussi
qui compte pour les gaz à effet de serre. Donc moi, je me dis, ben nous, on peut faire ce projet-là, on peut en faire d'autres aussi. Puis je pense que les citoyens, ben, à la lumière de ça, vous voyez, là, ça, c'est des placements en automobile que le Conseil a décidé de compter dans ces actions-là. Je pense que les citoyens pourraient aussi choisir également, là, moi, j'invite les gens à la maison, là, parce qu'il y en a moins ici, un monsieur aussi qui est là. J'invite les gens à la maison, les autres sont partis avec leur fusil de chasse, mais j'invite les gens à la maison à penser à des projets comme ça, soit de compter leurs déplacements, d'essayer de se déplacer à deux, moins souvent. Bon, toutes sortes de choses que l'on peut faire. Hein. On a eu une pièce de théâtre avec les jeunes l'an passé. Oui. Chacun fait sa part. Hein. Alors, il n'y a pas de trop petits gestes. Exact. Fait que j'invite tout le monde, en début d'année, d'y penser puis d'essayer de faire un petit projet. Merci Mme Lamy. Donc, une proposition? Est-ce que j'ai eu une proposition? Non, je vais proposer. Mme Lamy, l'appuyer. Appuyez M. Goudreau. Maintenant, adoption du budget révisé de l'OMH, donc l'Office municipal d'habitation. Donc, on nous demande ici, on a révisé le budget parce on a dû réaliser certains travaux non prévus. Donc, il nous amène à un changement là, environ de 19 000 à 20 500, 1500 $ de différence entre maintenant en raison de ces travaux-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour l'adoption du budget tel? Je vais l'appuyer. M. Duchesne, appuyez M. Goudreau. J'ai un commentaire. Oui. Je trouve ça dommage pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi l'OMH. Donc, c'est les logements à prix modique. Et c'est offert souvent à des personnes qui sont dans le besoin. Si on a des travaux qui sont à faire, c'est qu'il y a eu un logement qui a été laissé en piteux état dû à une mauvaise utilisation de la part d'un locataire. C'est des logements sociaux qui ont des subventions du gouvernement, que ce soit de la ville, du provincial, tout ça. Fait que je trouve ça vraiment, dégueulasse qu'il y a des personnes comme ça qui saccagent les logements sociaux comme ça et qui sont faits pour les personnes dans le besoin et que par le fait même, on doit prendre de l'argent des taxes des citoyens pour aller réparer ça. Donc, je trouve ça vraiment dégueulasse, encore une fois, qu'il y a des gens qui sabotent les logements sociaux de cette façon. Merci, M. Pilote. Donc, maintenant, demande d'aide financière pour l'entente de partenariat maintenant relative à la fourniture la fourniture de services de cadets, autorisation de signature, dont vous vous souvenez, l'an dernier, avec la Sûreté du Québec, la Ville avait adhéré au programme de cadets. C'est des jeunes étudiants en technique policière qui viennent ici à la Ville, qui sont des policiers à pied et qui circulent dans la Ville et font valoir certaines règles là, importantes à bien des niveaux et qui sont en lien direct avec la Ville et le poste de la Sûreté du Québec ici. Donc, comme on a trouvé que l'an passé, ça avait été intéressant comme expérience, on renouvellerait l'expérience cette année. C'est un montant de 10 000 qui est rattaché aussi à ce programme-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Goudreau. Maintenant, demande d'aide financière pour une protection accrue des sources d'eau potable. Donc, suite au nouveau règlement du ministère du Développement durable, la Ville doit effectuer des études afin de valider la protection de ces sources d'eau. Nécessaires à l'alimentation en eau potable. Donc, nos puits sont assujettis à ce règlement. Les puits P1 dans le secteur Saint-Jérôme et P3. Donc, on a un plan d'action avec l'OBV, qui est l'organisme de bassin versant, hein, qui va nous permettre de réaliser les deux études avec l'aide d'un hydrogéologue et d'un géographe. Donc, l'estimation est 20 000 $, mais il y a une contribution, 30 000, excusez, oui, 30 000 $, contribution de 50 %, donc ce serait un déboursé de 15 000 $ pour la Ville. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le proposerai. M. Boily? Je vais le seconder. Appuyé de M. Goudreau. Maintenant, la subvention PRQ, donc Programme de rénovation Québec, tel que, vous savez, on a adhéré à ce programme-là et
le service d'urbanisme nous recommande donc d'autoriser le paiement d'une subvention au montant de 12 500 $ pour un bâtiment qui est situé, pour des travaux qui ont été faits conformes à conforme dans le cadre du programme de rénovation. Donc, pour le 133 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, je rappelle que ce programme-là, il y a des travaux qui sont faits par le propriétaire, donc une contribution, et on est une contribution par la Ville et également une contribution par le gouvernement du Québec, si je ne me trompe pas. Hein? C'est ça? Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une proposition pour payer notre part? Je peux le proposer. M. Pilote? Est-ce que c'est appuyé? Ben, je vais l'appuyer. M. Boily? Excuse-moi. Oui, M. Duchesne? C'est beau? Non, c'est correct? OK. OK. Paiement de la subvention, donc PRQ pour un autre projet, donc qui est le 5 chemin de la Pointe. Là également, on voit ici là, les bâtiments. Donc, là, on parle également d'un montant de 12 500 $. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Je vais le seconder. Proposer M. Duchesne, appuyé de M. Goudreau. Maintenant, demande de permis en zone PIA pour le 1167 Mont-Sierre de Laval. On en a parlé tout à l'heure. C'est en lien avec la laiterie Charlevoix. L'agrandissement de 60 mètres carrés en cour latérale du bâtiment principal. Ça permet l'agrandissement de la boutique et mettre de l'emphase sur l'entrée principale. Ça se fait dans le prolongement de la façade actuelle. Il y aura des revêtements extérieurs semblables, comme je le disais tantôt, au bâtiment principal. La nouvelle coursive sera annexée à l'agrandissement. Permettra d'harmoniser les différents volumes. Les fenêtres et les portes s'harmoniseront à celles existantes sur le bâtiment principal. Donc, en lien avec ça, le CCU recommande à la Ville de Baie-Saint-Paul d'accepter la demande de dérogation. Donc, pas de dérogation, de PIA, d'accepter le projet de travaux tel que présenté. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. Je vais l'appuyer. M. Goudreau, appuyé de M. Fizette. Résidence de création maintenant, patin libre. Donc, il y a une démarche qui a été faite ici. Donc, la Ville de Baie-Saint-Paul se prépare à entrer dans une démarche de caractérisation de sa marque citoyenne. Donc, on est commencé à travailler là-dessus en vue de développer des partenariats d'affaires. Parmi les bâtiments donc, qui sont visés, évidemment, il y a l'Arena à Baie-Saint-Paul. Et là, ici, on a une activité qui peut être intéressante. Donc, ce serait d'inviter, l'idée étant donc, ça permet de dynamiser la vie sportive à l'Arena, associé à nous, donc, l'accueil d'une troupe, la troupe Patin Libre, qui est une compagnie montréalaise de patinage contemporain. C'est un art de la scène qui va utiliser la glace, les patins, les mouvements glissés. Donc, ils vont venir ici à Baie-Saint-Paul attendez un petit peu. 11 et 29. En mars, du 11 mars au 29 mars, et à l'Arena, et ils vont travailler avec... donc, c'est un échange de temps de glace non utilisé à cette période-là. Donc, il va y avoir de l'animation avec des groupes scolaires, entre autres, et différents groupes, une fête dansante également. Et ça va être couvert également par une journaliste de la presse. Donc, c'est un événement qui est très intéressant et sur lequel, donc, la Ville s'engagerait, entre autres, au niveau des heures de glace, au niveau de l'Arena, si j'ai bien compris. Hein? Puis les ressources également. On va fournir les ressources également d'appui au projet. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. Je l'appuie. M. Duchesne, appuyé de Mme Lamy. Tout en mentionnant que ces activités-là n'entrent pas en conflit avec l'horaire régulier. Je ne sais pas si vous l'avez dit, M. Fortin, mais Oui. le juste le préciser, n'entre pas en conflit avec l'horaire régulier de l'Arena. Oui, voilà. Et donc, c'est fait en collaboration avec le service, évidemment, le service des loisirs, qui va être impliqué à ce niveau-là. Donc, maintenant, Journée nationale de la santé et de la condition physique, à la demande d'un sénateur, Éric Forêt, nous demande
d'adopter une résolution pour déterminer la journée. Donc, nous proclamions le premier samedi de juin, Journée nationale de la santé et de la condition physique dans la municipalité. On va le faire, puis ce que ça veut dire aussi, c'est qu'à travers ça, il y a des activités. Je sais que c'est proche de certaines activités qu'on peut avoir, là, mais qu'on en profite en même temps pour faire valoir nos équipements qui contribuent à une meilleure santé et à un meilleur conditionnement physique en même temps. Donc, c'est dans ce cadre-là là, qu'on viendrait ici proclamer cette journée-là, Journée de la santé et de la condition physique. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer avec grand plaisir. M. Pilote, appuyé de M. Fizette. Maintenant, correspondance de décembre. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Des commentaires? C'est un dépôt, donc ça va pour tout le monde. Maintenant, registre des chèques. M. Bouchard, la lecture des montants de 25 000 et plus. Oui. Alors, dans le fonds d'administration, d'abord avec les entreprises Jacques Dufour et Fils pour notre contrat de déneigement déboursé de 103 741,94 $. Réseau Charlevoix pour notre remboursement. En fait, c'est relié à toute la campagne de dons que reçoit Réseau Charlevoix. Alors, la Ville perçoit des sommes qu'elle reverse. Alors, un 50 000, ça correspond au don de Daniel Gauthier pour 2018. À Réseau Charlevoix, à nouveau, un don de M. Desmarettes d'un montant de 250 000 $ qu'on retourne à Réseau Charlevoix. À la commission scolaire de Charlevoix, un déboursé de 35 469,36 $ pour, en fait, notre protocole d'entente avec eux. On a un déboursé à Énergie Valero au montant de 36 869,55 $. En fait, c'est en lien, ça, avec tout notre approvisionnement en diesel, principalement pour de l'huile et le chauffage de différents établissements de la Ville. Un autre déboursé de 26 874,83 $ pour, là aussi, de l'huile et du diesel. Il y a une partie là-dedans qui va être remboursée par Maison Mère, puisque ça comporte les déboursés pour leur chauffage à eux. Et un 30 955,96 $ à Hydro-Québec pour notre alimentation électrique. C'est relié à plusieurs établissements. Et finalement, un dernier déboursé encore pour du chauffage, de l'huile à chauffage pour l'Arena et d'autres installations de la Ville. Là, un déboursé de 35 114,92 $. Alors, ces sommes additionnées aux 25 000 et moins ont totalisé 870 026,36 $. Maintenant, dans le fonds d'investissement, on a 3 chèques de 25 000 $ et plus, avec un déboursé à Construction Saint-Vlet pour une somme de 79 380,22 $. Ça, c'est un rapport avec les travaux qu'on a faits au niveau de la piste cyclable là, sur la 138. Aussi d'autres dans le secteur du Parc Manor. En fait, on avait aussi là des subventions avec MADA. Et aux entreprises du Jacques Dufour maintenant pour un montant de 60 160,67 $. C'est le paiement, le décompte final, en fait, le paiement final pour les travaux qu'on a réalisés au niveau du chemin Sainte-Catherine et le dernier déboursé qu'on a eu de 25 000 et plus à Stantec pour l'Arena. En fait, ce sont nos professionnels qui nous assistent. Là. Un déboursé de 60 798,78 $. Alors, ces sommes additionnées aux 25 000 et moins ont totalisé 262 091,91 $. Ça complète la lecture, M. le maire. Merci, M. Bouchard. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires par rapport au compte? Sinon, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. M. Goudreau, c'est appuyé? J'appuie. M. Duchesne. Donc, maintenant, période d'intervention des membres du conseil. Ça va, M. Duchesne? Correct, M. Pilote? Mme Lamy? Oui. Oui. Merci, M. le maire. Bon, étant donné que c'est le début de l'année, on va en profiter parce qu'on est à la fin de la séance pour souhaiter une bonne année et santé à tout le monde. Puis il y a aussi mes vœux personnels. Moi, j'avais dit à l'occasion du budget qu'il
il y avait 4 mots qui étaient importants pour moi dans l'année qui vient, qui sont rigueur, vigilance, transparence et continuité, que je souhaite à tous mes collègues, non pas que ça n'existe pas, mais que je souhaite qu'on continue dans le même sens, et aussi pour les citoyens envers les questions citoyennes qui les intéressent au plus haut point. Et j'ajouterais à ces 4 mots-clés pour moi, pour cette année, que je nous souhaite une société harmonieuse, c'est-à-dire une ville qui trouve un juste équilibre entre les intérêts de chaque individu et ceux de la communauté et favorise une atmosphère de bienveillance réciproque. C'est bien commencé ce soir. Merci, M. le maire. Ça va, M. Fillet? Oui. Le budget 2019, tel que présenté à l'Assemblée du 18 décembre dernier, heurtait le sens commun du Conseil sur la place des apparences en raison d'un obstacle majeur. Il s'agit des besoins pécuniaires de maison-mère présentés au Conseil par le Centre de gestion complexe PFM qui a un contrat pour assurer la gestion de maison-mère. La cause principale de la division du Conseil réside dans l'absence, au dit budget, d'un besoin pécuniaire pour maison-mère. Les uns blâment son manque de transparence alors que les autres félicitent cette absence en guise d'incitatif pour accélérer l'autonomie budgétaire de maison-mère. Cet état de choses tient du fait que nous sommes toujours peu enclins à admettre que maison-mère ne puisse d'elle-même changer l'état qui la confronte à ses manques à gagner. Nous n'ignorons pas l'importance d'un grand changement dont nous ne maîtrisons pas encore les degrés d'intermédiaire pour le provoquer, mais ce n'est surtout pas en additionnant à guichet ouvert la contribution budgétaire de la Ville, ni en concevant son cumulatif pendant un temps indéfini. Maison-mère ne demeure pas moins un élément clé de l'expansion économique de notre milieu. La raison ultime de son existence ne tient pas uniquement de sa valeur patrimoniale, mais d'intervention et de filiation pour lui donner une forme de vie contributrice au développement de notre milieu. Maison-mère doit donc revoir son carnet d'action pour le perfectionner et pour conduire cette organisation dans une direction capable de la rendre apte à remplir pleinement sa mission. C'est dans cet esprit que j'ai accepté l'absence d'une réserve budgétaire maison-mère au budget 2019 de la Ville. Il n'est nettement pas question d'abandonner face aux difficultés pécuniaires de maison-mère, mais nous voulons un message clair de la mise en route d'une locomotion intelligente permettant sa capacité de vivre de façon autonome et dans le sens attendu de notre municipalité. À cet égard, le budget aurait pu prévoir une réserve advenant des manques à gagner, de la même manière qu'il prévoit un coussin pour rencontrer les résultats de la contestation de l'évaluation foncière par le centre hospitalier, qui pourrait conclure en impact négatif sur le budget. Si le CH obtenait gain de cause dans sa démarche, nous subirions une diminution de revenus, d'où la réserve, alors que la situation de maison-mère n'évoque pas l'idée d'absence de revenus pour le budget. Je considère la divergence des opinions comme faisant du sens et de la richesse aux analyses du Conseil. Je crois que l'absence de contribution pécuniaire de la Ville déjà engagée aurait entraîné la perdition de maison-mère et en disposer aurait généré des coûts supérieurs à ce qu'ils sont maintenant. Une telle situation nous aurait également conduit à un état de faiblesse caractérisé par une diminution d'un pouvoir fonctionnel sur les efforts à réaliser pour le développement général de notre milieu. La Ville n'avait pas le choix de s'y impliquer. Un tel état de faiblesse risquerait fort de ne pas disparaître et de s'amplifier avec le temps. De plus, la Ville serait privée d'un levier qu'elle juge requis pour diversifier le développement économique de son milieu, qui, sans lui, le croyons-nous, ne pourrait se développer et menacerait de s'éteindre. Mais il ne faut pas que ce moyen devienne un gouffre financier pour la Ville. C'est là où nous en sommes. La vigilance est requise pour que Maison-Mère ne perde pas sa raison d'être et ne devienne pas un gouffre. Et c'est pourquoi le budget de la Ville, tel qu'il fut présenté, vient confronter les dispositions de centres de gestion complexe PFM à développer et recevoir des idées pour assurer l'indépendance pécuniaire dans le but de faire face à ses obligations et pour en assurer sa pérennité. Nous voulons faire face aux contradictions qui nous habitent, en nous forçant de sortir de nos préjugés favorables ou défavorables et en prenant conscience de la problématique dans toute sa complexité. Il nous appartient de progresser dans ce sens par-delà les différences d'opinion in extremis
ou le rejet de son existence pour notre milieu. Une tâche qui appelle à traduire des actions essentielles en mesures concrètes, à s'en prévaloir et à les faire avancer dans les directions recherchées. C'est la dimension essentielle à la vie de Maisons-Mères comme à sa reconnaissance. C'est l'élément central pour poursuivre sa transformation vers le sens recherché et pour lui assurer une croissance intelligente. C'est une nouvelle portée dans un contexte basé sur un argumentaire démocratique où les solutions devront être partagées et négociées en faisant prévaloir le bon sens. C'est l'aspect capital pour protéger les budgets de notre ville et pour assurer notre développement économique. Je tenais à faire cette précision-là en réponse avec les différents commentaires que j'ai pu avoir à la suite de notre Assemblée du 18. Merci. C'est bien, merci, M. Fizette. J'aurais juste un petit mot. C'est bien sûr que on m'a même dit aujourd'hui qu'on savait de m'acheter une boîte de M&M pour Maisons-Mères. Je pense que ça va devenir vraiment quelque chose. Et même ce matin, de 9h à 10h30 à peu près, ça a fait l'objet de discussion. Et puis, Mme Lamy faisait ses vœux tantôt, ses souhaits. Et moi, je me fais un souhait, je nous fais un souhait. Au-delà de tout ce qui a été dit, qui a été écrit par rapport à M&M. Je pense me l'appeler de même maintenant. Ça me fait du sens. Siégeant sur le CA de Maisons-Mères, je peux vous assurer une chose. On travaille tous pour une chose, c'est passer au travers. C'est pas facile. Il ne faut pas se le cacher. Mais le plan qui a été déposé au Conseil lors du dépôt du budget, moi, j'y crois, avec des suivis rigoureux. Puis je pense que là contrairement, je dirais même à l'année passée, on sait où est-ce qu'on s'en va. On a fait une année, là, et puis je pense que tous les membres du Conseil ici, les membres du CA de Maisons-Mères, on est tous allumés. Et puis, moi, je vais déployer toutes mes énergies, puis j'ai du temps maintenant. Et puis, pour supporter et apporter ma contribution au succès de Maisons-Mères. Ça, je peux en assurer les citoyens et les membres du Conseil. Merci. Merci, M. Goudreau. Simplement, vous suggérez de ne pas appeler ça trop comme vous l'avez appelé. Ça serait un peu réducteur, je pense. C'est bon, monsieur le maire. Non, pas vraiment. Donc, question du public. Ça va? Sinon, écoutez, moi, je complète la rencontre. Madame Lamy en a parlé tout à l'heure. Je souhaite à tout le monde, en terminant, une bonne année 2019. Je pense au nom du Conseil aussi. Je le fais. Tout le monde est d'accord avec moi. À tout le monde, donc, la meilleure année possible. Les plus beaux succès. On se souhaite les plus beaux succès individuels et collectifs également. Donc, voilà. Merci. Bonne fin de soirée. Et à la séance de février. C'est une réunion. Y a-t-il une résolution pour la levée de l'Assemblée? C'est correct. Merci.